débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Haute-Loire, siège dans le groupe centriste et est également vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Bonjour Olivier Cigolotti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien sûr de cette manifestation des pompiers dans quelques instants puisque vous êtes l'un des spécialistes de ce sujet au Sénat. Mais d'abord, vous êtes, je le disais, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. À ce titre, vous allez auditionner ce matin Jean-Yves Le Drian. Il sera devant le Sénat pour parler de cette attaque turque en Syrie et de ses conséquences, notamment pour la France. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Bien, je crois que nous attendons beaucoup. C'est une situation qui aujourd'hui doit nous interroger sur la capacité de l'Europe à anticiper et à faire cesser de telles exactions. Je pense que nous allons questionner le ministre sur plusieurs points. La situation pose un certain nombre de problèmes à la fois humains, diplomatiques et également sécuritaires. Humain parce que bien sûr, sur la décision du président des États-Unis, le peuple kurde se retrouve littéralement, je crois que le terme n'est pas trop fort, abandonné. Alors que les Kurdes ont été les alliés dans la lutte contre le terrorisme islamique. Du jour au lendemain, sur une simple décision unilatérale, eh bien, le peuple kurde se retrouve même à être dans l'obligation de faire appel au régime de Damas pour retrouver des alliances. C'est une situation qui interroge également d'un point de vue diplomatique et qui met en évidence les limites de l'OTAN. Je crois que l'OTAN, alors certes, nous ne sommes plus à l'heure de l'URSS et du pacte de Varsovie, mais nous touchons du doigt les limites de l'OTAN. Comment est-ce qu'un État membre, les États-Unis, peuvent du jour au lendemain se retirer d'une position stratégique en méprisant les conséquences d'un tel retrait ? Comment est-ce qu'un autre État, membre également de l'OTAN, comme la Turquie, peut se permettre une ingérence et une offensive en Syrie, avec le risque effectivement sécuritaire, qui est le troisième point qui doit faire l'objet de questions auprès du ministre, puisqu'effectivement les Kurdes, je le précisais, ont été les alliés dans la lutte contre Daesh, détiennent dans un certain nombre de camps des femmes, des enfants, mais aussi un certain nombre de combattants de Daesh. Et le risque de cette offensive, c'est de voir revenir en Europe, et notamment en France, un certain nombre de combattants. Donc je crois que le risque est loin d'être négligeable. Donc il faut vraiment s'inquiéter pour la sécurité dans notre pays. Et je crois qu'effectivement, nous attaque. devons questionner le ministre sur ce sujet. Jean-Yves Le Drian dit ce matin dans une interview au Figaro, cette opération remet en cause 5 ans de combat contre Daesh. L'État islamique n'est pas mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense effectivement que l'État islamique n'est pas mort, même si le califat territorial a été très affaibli par les différents raids de la coalition, et notamment des forces françaises en Syrie. Il reste des résurgences inévitablement sur ces territoires. Le fait de laisser rentrer un certain nombre de combattants et les laisser traverser la Turquie risque de remettre en cause effectivement tout le travail qui a été fait, à la fois diplomatique mais aussi militaire, de nos forces dans cette région du monde. On l'a entendu, vous avez beaucoup de questions pour Jean-Yves Le Drian sur beaucoup de sujets. Vous attendez évidemment des réponses, mais est-ce que la France, quoi qu'elle fasse, n'est pas impuissante ? La France et même l'Union européenne ? Je crois qu'au-delà, effectivement, des questions qui sont posées sur les aspects humains, diplomatiques et sécuritaires, ce qui doit être mis en évidence aujourd'hui, c'est l'incapacité à la fois de l'Union européenne d'anticiper ce genre de situation, mais aussi l'incapacité de l'Europe à régler ce type de conflit. Et on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, Jean-Yves Le Drian était hier à la réunion des ministres des Affaires étrangères. Aujourd'hui, les médias ne font état d'aucun élément sur cette situation. Donc je crois que l'inquiétude réside dans la capacité de l'Europe à traiter ce type de problématiques. Mais c'est surtout qu'il y a eu aussi un conseil de défense dimanche. Restreint, tout à fait. Restreint, et il est sorti finalement très peu de mesures, si ce n'est que la France va poursuivre son action diplomatique. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est incapable d'arrêter cette attaque turque et la France est incapable de l'arrêter ? Eh bien, je pense effectivement que suite à la décision unilatérale de Donald Trump, qui a décidé un dimanche de retirer les troupes et qui, 2-3 jours après, a fait volte-face, et il déclare d'ailleurs ce matin vouloir des sanctions contre la Turquie, vouloir faire cesser cette offensive, eh bien, on s'aperçoit que l'allié historique de la France, que sont les États-Unis, eh bien, aujourd'hui, nous ont joué un drôle de tour, et que et la France et l'Union européenne sont dans l'incapacité de faire cesser dans les plus brefs délais ce qui risque d'être une zone de conflit pour l'ensemble de notre pays. Allez, on va passer à un autre sujet, Olivier Cigolotti, puisque aujourd'hui, manifestation nationale des pompiers en colère. C'est un sujet, je le disais, que vous connaissez bien. Et le Sénat a beaucoup travaillé sur cette question. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Tam Tranui.
Bonjour Tam. Bonjour Oriane, bonjour Olivier Cigolotti. Bonjour. Alors on le disait aujourd'hui, les pompiers sont dans la rue. À quoi est dû le malaise de cette profession ? Écoutez, deux raisons principalement. D'abord, les agressions que ces pompiers subissent de plus en plus souvent lorsqu'ils interviennent sur le terrain. On parle de violences physiques, on parle de caillassage, mais aussi de violences comme des outrages, des menaces de mort parfois. Le deuxième problème, c'est qu'ils sont sursollicités, ces pompiers. Ils interviennent souvent à des moments où ce n'est pas leur rôle. Leur métier, c'est lutter contre les incendies, faire les secours d'urgence aux personnes. Or, de plus en plus souvent, ils doivent faire face à des cas psychiatriques, déloger des forcenés, intervenir auprès de personnes alcoolisées, autant d'interventions qui ne sont pas de leur ressort. Alors, on va beaucoup parler de leurs difficultés aujourd'hui, mais est-ce que ça fait longtemps qu'elles sont connues et identifiées ? Oui, d'autant que, on le sait, le Sénat a lancé plusieurs travaux autour de ces questions. C'est bien que ce sujet est bien connu. Au mois de mars dernier, la Chambre haute a d'ailleurs adopté une proposition de loi signée du président du groupe socialiste Patrick Kanner pour renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers. Le Sénat a aussi lancé une mission d'information, cela déjà depuis plusieurs mois, qui a permis aux sénateurs d'auditionner des experts, des acteurs sur le sujet. L'été dernier d'ailleurs, Public Sénat les avait suivis à Marseille où certains pompiers nous avaient raconté leur quotidien et expliqué leur détresse. Écoutez l'un de ces pompiers au micro d'Adrien Develay. On sort d'un véhicule, on est obligé de regarder en l'air. On a peur de se faire caillasser dans les immeubles, on a peur de se faire cracher dessus, on a peur de se prendre des pavés. Quand on part à l'intervention, on est obligé de fermer le véhicule. Parce qu'on a peur de se faire voler. On se fait voler. Aujourd'hui, voilà, je me demande et je pense que oui, je pense que j'arrêterai mon métier. Tôt ou tard, j'arrêterai mon métier, c'est sûr. On l'entend, Tam, le risque aujourd'hui, c'est que bien de plus en plus de pompiers jettent l'éponge. Et oui, cela d'autant que 80% à peu près des pompiers sont aujourd'hui des volontaires qui ne sont pas rémunérés, mais simplement indemnisés et qui ont pour certains un autre métier. Olivier Cigolotti, c'est un sujet que vous connaissez bien. D'ailleurs, en 2016, vous aviez déposé une proposition de loi pour améliorer le statut des pompiers volontaires. Et en 2018, vous aviez posé une question d'actualité à ce sujet. On vous écoute. Depuis le début de l'année 2018, c'est plus de 300 agressions, simples ou avec armes, qui ont été constatées. Pourtant, ces soldats du feu, ces hommes et ces femmes dont le courage et le dévouement sont exemplaires, n'ont pas choisi de s'engager au service de nos concitoyens pour être pris pour cible, menacés ou agressés. Et il y a quelques jours, rebelote, Olivier Cigolotti, vous avez quasiment posé la même question. C'était le 3 octobre dernier. On vous écoute à nouveau. Nos sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont à bout de souffle. Ces hommes et ces femmes dont l'engagement au service de nos concitoyens force le respect sont sur tous les fronts et doivent faire face à une sursollicitation en intervenant parfois et de plus en plus souvent pour des missions non urgentes. Olivier Cigolotti, on l'a entendu, vous êtes constant dans vos questions. Quelles mesures est-ce que vous attendez? Quelle réponse vous attendez de la part du gouvernement pour faire face à la détresse des pompiers? Écoutez, le problème est malheureusement multifactoriel. Il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, le président de la République annonçait aux sapeurs-pompiers la nécessité de mettre en œuvre des plateformes d'appel d'urgence. 2 ans après, rien n'a bougé. Je crois nous sommes aujourd'hui en France l'un des seuls États membres de l'Union européenne où il n'y a pas un seul numéro d'appel d'urgence qui regroupe le 15, le 18 et le 17. On parlait effectivement d'agression. Je pense que ce type de plateforme peut permettre de régler une partie du problème. On va y revenir, on va venir justement sur ce type de plateforme. Effectivement, c'est une demande, un numéro d'appel unique, le 112. Pourquoi les réticences du gouvernement et notamment du ministère de la Santé? Comment vous les expliquez, vous? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers ne comprennent pas qu'on puisse à la fois annoncer un numéro d'appel pour le parcours de soins, le 116-117, qui, à mon sens, est une obligation et qui devrait être mise en œuvre prochainement. Ça, c'est pour les services médicaux non urgents. Exactement. Et que dans le même temps, on n'utilise pas la possibilité de mettre en œuvre un seul numéro d'appel d'urgence, le 112. Les pompiers attendent que cette mise en œuvre se fasse rapidement et de façon efficace. Dans les territoires, je crois que ça a été rappelé dans le reportage précédent, une partie de nos sapeurs-pompiers, et nous avons un modèle de sécurité civile qui est assez particulier en France, puisque, comme cela a été évoqué, il repose à la fois sur des sapeurs-pompiers professionnels et sur des sapeurs-pompiers volontaires. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans certains territoires, ces sapeurs-pompiers qui ont une vie familiale, qui ont une activité professionnelle, donnent beaucoup de leur temps pour venir au secours d'autres personnes et certains de nos concitoyens. Dans mon département, comme dans d'autres départements ruraux,
certains sapeurs-pompiers sont dans l'obligation de s'absenter plus de 3 heures pour une intervention. Pour une intervention qui parfois n'est pas une intervention urgente, comme cela a été évoqué, mais qui relève simplement d'une activité de transport. Lorsqu'un médecin, lorsqu'il en reste dans nos territoires, eh bien, sollicite les pompiers en cas de carence ambulancière. Donc je crois que... Et les pompiers le vivent mal, hein. Ils disent on n'est pas là pour faire taxi. Bien sûr, parce que le sens de leur engagement n'est pas de faire du transport, n'est pas de faire des interventions non urgentes, n'est pas de faire des interventions diverses. Alors, un certain nombre de services d'incendie et de secours ont mis en place une tarification pour des activités et des opérations qu'ils qualifient de non urgentes. Mais le problème est plus profond. C'est qu'aujourd'hui, les pompiers vivent quelque chose qui peut être assez similaire à ce que l'on vit dans les urgences. Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le colonel Grégory Hayonne, rappelait lors du congrès annuel à Vannes il y a quelques semaines que les urgences étaient devenues des dispensaires. Je crois que pour avoir vu dans certaines situations l'état de nos services hospitaliers, l'état de nos urgences, je crois que ça relève parfois plus de la cour des miracles. Et nos sapeurs-pompiers acheminent dans ces services d'urgence toute la détresse de nos territoires, toute la détresse psychologique, et où les soignants, je crois qu'il faut le rappeler, ont un mérite tout à fait particulier, parce qu'ils sont dans l'obligation de traiter à la fois de détresse vitale, de problèmes neurologiques, de problèmes cardiaques, de problèmes de traumatologie, et dans le même temps, ils doivent traiter la détresse en termes d'ébriété, en termes de troubles psychologiques, de troubles psychosociaux, et je crois que nos pompiers sont aussi confrontés à ces réalités au quotidien. Il y a l'autre sujet, hein, vous en parliez, hein, ils attendent aussi des mesures concernant leur sécurité, hein, des agressions qui se sont multipliées par 3 en 10 ans. On parle de 5 agressions par jour. Oui, c'est en moyenne entre 5 et 7 sapeurs-pompiers qui sont agressés tous les jours. En 2017, il était évoqué le nombre de plus de 2300 agressions. C'est parfois et souvent la victime elle-même qui agresse les sapeurs-pompiers qui viennent lui porter secours. Dans d'autres situations, ce sont carrément des guet-apens. Je crois qu'il faut utiliser le terme le plus approprié. Ce sont des guet-apens, des traquenards qui sont tendus à nos sapeurs-pompiers. Et je crois qu'aujourd'hui, ils seront dans la rue. Et je pense très sincèrement qu'une nation dont les services de sécurité, dont les services de secours sont dans la rue, est une nation dont le mal est profond. Je crois que nos sapeurs-pompiers n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de descendre dans la rue, et je pense qu'ils seront nombreux, parce que comme nous l'évoquions, le sujet est important, le malaise est profond. Nous n'avons pas évoqué la directive européenne sur le temps de travail. On va y venir, mais juste vous dites qu'ils n'ont pas d'autre choix. Pourquoi ils n'ont pas d'autre choix? Parce que le gouvernement ne les entend pas? Parce que Christophe Castaner ne les entend pas? Il était à leur congrès, ils ont été déçus des pompiers. Les pompiers ont été déçus de Christophe Castaner. Effectivement. J'étais également présent au congrès des sapeurs-pompiers à Vannes. Nos sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, attendaient des réponses. Ils avaient posé un certain nombre de questions et ils s'attendaient effectivement à ce que l'on puisse poser des échéances, à ce que l'on puisse apporter des réponses, à ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire la sursollicitation européenne, c'est-à-dire la mise en œuvre de plateformes de numéros d'appel d'urgence, des réponses sur la directive européenne sur le temps de travail, mais aussi sur les problématiques d'agression. Eh bien, je crois qu'effectivement, ils ont été très déçus. Ils ont d'ailleurs posé un ultimatum au gouvernement. Ils ont laissé 112 jours. 112, comme le numéro d'appel d'urgence, ils ont laissé 112 jours au gouvernement pour apporter des réponses à leurs questions. 112 jours à compter de la date du congrès annuel de leur fédération nationale. Je crois que c'est quelque chose qui porte jusqu'au 11 janvier. J'espère et je souhaite très sincèrement que le ministre de l'Intérieur et que les autorités en charge effectivement de notre sécurité civile apporte ces réponses dans les plus brefs délais. Et un mot pour finir, puisque vous en parlez sur ces directives européennes qui menacent le statut de pompier volontaire. Pour vous, il y a une réelle menace sur ce statut? 80% des pompiers sont des pompiers volontaires aujourd'hui. Exactement. Dans nos territoires, je crois que ce modèle de sécurité civile produit des effets dont on mesure effectivement l'intérêt. À la fois des effets économiques, puisque nos sapeurs-pompiers sont des volontaires. Ils ont un engagement qui force le respect. Ils ne coûtent pas cher, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'ils ne sont pas rémunérés au même titre que des salariés. Dans un premier temps, l'État français souhaitait solliciter une dérogation, ce qui est une fausse bonne idée. La dérogation, c'est reconnaître implicitement que nos sapeurs-pompiers sont des salariés. Le gouvernement est revenu sur sa position et aujourd'hui a demandé à la Commission européenne de travailler sur une directive spécifique à l'engagement citoyen dans les forces de sécurité. Je pense qu'effectivement, il faut accélérer cette procédure. Nos sapeurs-pompiers volontaires sont dans l'expectative. Ils sont inquiets quant à leur statut et quant à leur engagement.
Allez, on va suivre cette manifestation. Bien sûr, aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, Olivier Cigolotti. On va voir ensemble la revue de presse du jour de votre département de Haute-Loire et c'est avec Tam. Et Tam, on commence par le Progrès qui s'intéresse à la coopération entre la Loire et la Haute-Loire. Oui, vous connaissez l'adage, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Eh bien, cela fait mentir l'adage, la coopération Loire et Haute-Loire, selon le Progrès, c'est à la fois le choix de la raison, du cœur et du porte-monnaie. Bref, de quoi joindre l'utile à l'agréable. En effet, eh bien, les deux départements sont en train de se rapprocher, mais n'ayez crainte, normalement, ce ne devrait pas être le bazar. En tout cas, c'est ce que promet le président Georges Ziegler. Je le cite, pas de millefeuille administratif donc, mais bel et bien un travail de bon sens entre deux structures extrêmement liées par leur culture et par leur esprit d'innovation. D'ailleurs, eh bien, ils prennent un exemple, cet exemple, eh bien, ce sont les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers des deux départements qui travaillent déjà main dans la main. Et puis un autre exemple très concret, on ne peut pas imaginer que les chasse-neige fassent demi-tour à la frontière d'un département, a conclu le président Ziegler. Bref, on est dans des échanges de bonnes pratiques, de la main tendue, parce que nous avons des valeurs communes. Alors cette coopération, elle va concerner aussi eh bien, les questions de tourisme, les questions de route, je le disais, et elle va aussi concerner eh bien, la question eh bien, des personnes âgées. Et tout cela, cela devrait être acté à la fin du mois, le 24 octobre, en présence de Dominique Bussereau. Et on passe maintenant à l'éveil de la Haute-Loire. Effectivement, l'éveil de la Haute-Loire qui alerte sur un sujet qu'on a déjà plusieurs fois évoqué dans cette matinale, la fermeture de centres d'impôt de proximité. Il y en a 9 qui sont en danger en Haute-Loire. Vous le voyez sur cette image, il y a une vingtaine d'agents qui se sont mobilisés la semaine dernière pour eh bien, protester contre les fermetures de services des impôts d'Issingeaux. Vous voyez une vingtaine de personnes avec bien cette tête de mort sur ces banderoles. Cette alerte poussée par les agents des impôts vient résonner alors qu'à l'issue eh bien, du grand débat, on a beaucoup parlé de tous ces territoires ruraux qui sont toujours à la recherche de ces services publics qui veulent que cela puisse rester sur place. Et vous le voyez, eh bien, l'édile d'Issingeaux qui dit « D'autres services risquent de fermer bien que notre président ait promis que non. Il s'agit de la survie de nos territoires, de la qualité de vie de nos habitants. Je trouve que supprimer ces services, c'est reconnaître quelque part leur inutilité. Ces services ont pourtant prouvé leur utilité à bon entendeur. » Merci beaucoup, Tam. Une réaction, peut-être, Olivier Cigolotti, sur ce que vient de dire Tam. Oui, je crois que sur les deux sujets, à la fois la collaboration entre la Loire et la Haute-Loire, certains esprits chagrins parlent de fusion entre les deux départements. Il n'en est pour l'heure pas question, il est simplement question de collaboration. Et je souscris tout à fait à la volonté des deux présidents, Georges Ziegler et Jean-Pierre Marcon, de rapprocher effectivement les forces vives de ces deux départements. Historiquement, il y a effectivement une certaine logique à ce que ces collaborations soient mises en œuvre. Elles portent à la fois sur le réseau routier, elles portent sur les formations, sur les sapeurs-pompiers que l'on vient largement d'évoquer, mais elles portent aussi sur les activités hivernales et comme le déneigement. Je crois que cette logique est incontournable. Elle sera certainement source d'économie. Et source de mutualisation pour permettre effectivement le développement touristique, mais aussi que l'on puisse vivre dans de meilleures conditions dans nos départements. Et ça m'amène à la deuxième problématique. Sur la fermeture des services publics, et notamment de ces centres d'impôt. Les parlementaires ont été sollicités effectivement sur le sujet et nous avons demandé que soient maintenues des possibilités de présence territoriale pour les services fiscaux. Nous avons écrit au ministre des Comptes publics. Il semble que nous n'ayons pas été entendus. Pas été entendu, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas répondu ou qu'il vous a posé une fin de non-recevoir? Il nous a répondu en nous disant que rien n'était acté et que tout serait question de concertation et de discussion. J'apprends ce matin dans l'éveil effectivement que le centre des impôts d'Issingeaux, qui est quand même sous-préfecture de l'arrondissement et du département, que ce centre des impôts doit fermer. Je trouve que c'est regrettable et que je ne comprends pas cette décision, encore une fois, unilatérale. Et vous passez le message à Gérald Darmanin. Tout à fait. On va passer de la Haute-Loire à Mulhouse. Maintenant, Olivier Cigolotti, on va retrouver nos partenaires de l'Alsace. Bonjour Dominique Banvart, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'Alsace et votre journal organise cette semaine la 25e édition de l'opération Journaliste d'un jour. Alors expliquez-nous ce que c'est et quel est l'objectif. Alors Journaliste d'un jour, c'est une opération qui a été lancée effectivement en 1995 par l'Alsace
et qui consiste à rassembler pendant toute une semaine près de 2000 lycéens de la région qui chaque jour vont réaliser un vrai journal, un journal de 44 pages, en traitant l'actualité, en faisant des reportages, de la photo, en écrivant des textes, en faisant aujourd'hui de la vidéo pour les sites internet, en intervenant sur les réseaux sociaux. Et c'est une opération qui vise avant tout à faire connaître le métier de journaliste, mais aussi à sensibiliser tous ces jeunes sur leur rôle citoyen qu'ils ont aussi à être des lecteurs responsables, critiques, et à comprendre un peu la fabrication d'informations. Ce matin, par exemple, le premier exemplaire que vous avez là sous les yeux, ils vont traiter de sujets de société comme la marche pour le climat des jeunes, ou alors se retourner un peu vers le passé, comme une interview de Ginette Kolinka, qui est une rescapée d'Auschwitz. Donc, on le voit, ce sont des sujets qui sont préparés avec les professeurs, qui sont encadrés par des journalistes professionnels. Les jeunes arrivent le matin à 7h et ils partent en reportage, ils reviennent, ils écrivent. C'est-à-dire que leur journée commence très tôt. Expliquez-nous quel est le déroulé de cette journée. Comment se fabrique ce journal ? Voilà, ils sont déjà en train de travailler, ils ont commencé à 7h ce matin, donc ils sont partis en reportage. Les uns pour faire de la photo, du texte, d'autres vont faire de la vidéo. Et ils vont revenir dans les 6 sites qu'on a créés en Alsace, où se regroupent les équipes rédactionnelles. Et ils vont rédiger leurs articles. Et cet après-midi, on va mettre tout ça en forme, on va l'imprimer. Et une autre équipe de jeunes lycéens va se charger, elle, de la distribution du journal, de la diffusion de ce journal qui est diffusé gratuitement. Donc 44 pages tous les jours, 200 000 exemplaires sur toute la semaine. C'est vraiment une manière d'irriguer aussi toutes ces villes alsaciennes avec cette jeunesse qui s'intéresse à l'information. Et le résultat de leur travail est bien sûr à lire dans l'Alsace qui fait d'ailleurs sa une sur cette opération, le Grand Est et ses journalistes en herbe. C'est donc à lire dans l'Alsace. Merci beaucoup Dominique Banvard d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Cigolotti, un mot sur, on parlait des départements, on parlait de cette histoire d'amour entre la Loire et la Haute-Loire. Il y a le congrès des départements qui aura lieu en fin de semaine. C'est un petit peu plus compliqué dans les relations entre les départements et l'exécutif, notamment à cause de la réforme de la fiscalité locale. Pour vous, c'est une mauvaise réforme? C'est un coup dur pour les départements? Oui, je crois que l'échelon départemental est un échelon qui mérite de subsister. Il y a un peu moins de 2 ans, c'est une strate de collectivité qui était remise en cause. Au moment où nous avons fait des grandes régions, où nous avons accentué le phénomène de l'intercommunalité XXL, eh bien, les départements étaient inquiets de savoir si leur mission pourrait perdurer. Je crois qu'aujourd'hui, le grand débat l'a rappelé, nos concitoyens nous l'ont également rappelé, il y a une nécessité de proximité. Et je crois que le département assure aujourd'hui des missions de proximité. Il s'agit principalement du social, il s'agit de l'éducation, il s'agit des routes, il s'agit de bien d'autres domaines qui apportent réellement, qui produisent réellement leurs effets auprès de nos concitoyens. Donc je pense qu'il faut que l'on trouve une autonomie financière pour nos départements. Nous évoquions les pompiers. L'un des principaux financeurs des services départementaux d'incendie et de secours reste les départements, avec bien sûr les communes ou les communautés de communes. Il faut impérativement retrouver des marges de manœuvre pour les départements. Ils ont raison d'être inquiets, mais ils ont tout mon soutien dans cette démarche. Allez, question politique pour finir, question centriste. Christian Jacob a été élu dimanche soir nouveau patron des Républicains. Est-ce que c'est la bonne personne pour rassembler la droite et le centre? Écoutez, je ne sais pas encore si Christian Jacob sera le meilleur candidat. Il est en tout cas le président des Républicains, donc je salue son élection. C'est encore possible de rassembler la droite et le centre aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il faudra un moment que l'on puisse s'attarder sur ce qui nous rapproche et non pas sur ce qui nous divise. Je crois beaucoup au discours de Gérard Larcher, qui a été un des premiers à vouloir effectivement rassembler ces deux forces politiques. Je crois que trop souvent, par des égos parfois démesurés, on s'éloigne de ce que sont nos valeurs républicaines, nos valeurs européennes. Et il faut impérativement que l'on puisse trouver des personnalités de bon sens qui souhaitent nous rapprocher et non pas faire carrière dans certaines fonctions. Eh bien justement, puisque vous parlez des Républicains, merci beaucoup Olivier Cigolotti d'avoir été avec nous ce matin.